On ne compte pas le nombre d'escrocs qui ont tenté de voler son prochain. Que ça soit des millions d'euros ou de dollars volés comme Bernard Madoff l'a fait, ou comme la fameuse pyramide qu'un certain Ponzi a créée. Les escrocs peuvent avoir plusieurs techniques pour nous tromper, mais certains d'entre eux sortent du lot, sont plus spectaculaires, vont tenter l'impossible et vont réussir. Je vais vous raconter l'histoire de deux escrocs qui ont fait partie pour moi des plus spectaculaires de l'histoire. Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'histoire et je pense que celle-ci va vous plaire. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire pour vous. Bien sûr, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. On commence sans plus attendre avec la première histoire, c'est parti. Et oui, un homme a bel et bien vendu la Tour Eiffel pour un prix qui est encore, à l'heure actuelle, un grand mystère. Petite présentation d'un certain Victor Lustig. Victor Lustig, de son vrai nom Robert V. Miller, naît le 4 janvier 1890 à Ostiny, en royaume de Bohême. Le royaume de Bohême qui est actuellement l'Autriche-Hongrie. Il vit dans une maison aisée de la région. Victor suit des études plutôt brillantes. C'est un enfant assez intelligent. Mais assez vite, on voit que Victor aime pas trop les boulots honnêtes. Il est plus un peu dans la malice. Il fait ses premières armes sur l'océan, dans des navires de traversée transatlantique, en arnaquant les riches passagers grâce à des parties de cartes et en draguant les femmes à bord. Victor est un petit charmeur. Qui n'a jamais eu l'idée d'arnaquer des femmes riches sur des bateaux transatlantiques? Non? Ensuite, notre homme fera quelques arnaques sur des courses de chevaux aux États-Unis. Il y gagna pas mal d'argent. La légende raconte même qu'il aurait escroqué Al Capone en personne de 5000 $. Avec cet argent durement gagné, il quitte les États-Unis pour la France. En même temps, si tu plumes le mafieux le plus dangereux du monde, vaut mieux quitter le continent. Nous sommes en 1925 et Victor est à Paris. Avec l'argent qui s'est fait aux États-Unis, il va vivre dans le prestigieux hôtel Crillon qui se trouve en face de la Concorde. Mais la vie est très chère à Paris, elle a toujours été chère la vie à Paris, donc il cherche une arnaque pour renflouer les caisses. Un jour, dans un café, en lisant le journal, Victor tombe sur un article parlant d'une certaine Tour Eiffel. L'article dit que la Dame de Fer est un puissant fond, qu'elle coûte chaque année de plus en plus cher et que la France regrette de ne pas l'avoir démontée en 1909. À cette époque, la Tour Eiffel a sale réputation à Paris. Selon les habitants, cette grande tour de métal défigure Paris. L'auteur de l'article finit par une petite blague qui fera énormément réagir Victor. Faut-il vendre la Tour Eiffel ? Victor a trouvé. Il va vendre la Tour Eiffel à des ferrailleurs. Le plan est génial, mais comment réussir son coup? Avec la complicité d'un homme, Dan Collins, ils vont se faire passer pour des hauts fonctionnaires français en falsifiant de fausses cartes de hauts fonctionnaires. Il envoie une lettre aux 5 plus grands ferrailleurs de la région parisienne pour leur donner rendez-vous, expliquant que la Dame de Fer va être démontée par la France et vendue en pièces de ferraille au plus offrant. Nos 5 ferrailleurs répondent positivement et le rendez-vous est pris. Victor ne choisit pas le lieu par hasard et ça se passera dans un salon privé du Crillon. Se disant mandaté par la ville de Paris, la réunion se passe bien. Victor a du bagou, une confiance en lui, aucune suspicion des 5 ferrailleurs. Pour leur en mettre plein la vue, à la fin de la réunion, il leur propose d'aller tout bonnement visiter la Tour Eiffel. Sympa! Au moment de passer les portiques pour monter sur la Tour Eiffel, Victor montre une fausse carte de haut fonctionnaire et passe sans aucun souci. Une accumulation de plein de petites choses qui renforcent ses mensonges. À la fin de la visite, Victor leur annonce qu'il ne prendra que les offres qui vont être faites avant ce soir. Il leur met une énorme pression. Dans le lot des 5 ferrailleurs, il y en a un qui commence dans le game, pas trop sûr de lui, qui s'appelle André Poisson. André veut faire un gros coup pour son début de carrière. Et sans mauvais jeu de mots, André Poisson, mort à l'hameçon. Poisson paye Victor et Victor s'enfuit avec l'argent en Autriche. Quelques mois après l'arnaque, Victor n'est pas content, car aucun article de presse ne relate l'arnaque de la vente de la Tour Eiffel. André Poisson, trop honteux, ne portera pas plainte et n'en parlera jamais. Donc tout énervé, notre Victor, ni une ni deux, revient à Paris pour retenter sa vente de la Dame de Fer. Mais cette fois-ci, il tombe sur quelqu'un de vraiment pas crédule et il se fait dénoncer à la police française pour tentative d'escroquerie.
Il fuit aux États-Unis pour se ranger dans la création de fausses monnaies. Voilà, André, il a du mal avec les travaux honnêtes. Il se fait attraper pour création de fausses monnaies et est envoyé en prison à New York. Il réussit à s'enfuir en faisant une corde avec son drap de lit. 27 jours plus tard, il est arrêté encore une fois à Pittsburgh. Et cette fois-ci est envoyé à Alcatraz où il meurt d'une pneumonie. Dans sa cellule, il aurait laissé une carte postale représentant la Tour Eiffel avec une inscription « Vendue pour 100 000 francs ». En 1920, les policiers ont reçu un appel disant qu'une femme âgée de 20 ans a sauté d'un pont à Berlin. Le pont n'était pas très haut et la jeune femme a survécu de cette tentative de suicide. Elle est amenée dans un hôpital pour plus amples examens. Les médecins vont trouver cette femme très étrange. La patiente ne veut pas donner son nom et est couverte de cicatrices antérieures. En plus de ça, elle parle allemand avec un gros accent russe. À première vue, on pourrait imaginer que c'est une espionne russe qui aurait failli à sa mission. Avec le peu d'informations sur la patiente, les médecins l'ont tout bonnement appelée Mademoiselle sans nom. Une autre patiente du nom de Clara, qui est allemande, qui a vécu en Russie, commence à dire à tout le monde dans les couloirs de l'hôpital qu'elle ressemble fortement à la princesse Anastasia de Russie. Je vous explique qui est Anastasia de Russie. Anastasia de Russie n'est autre que la 4e fille du tsar de Russie Nicolas II. L'histoire de cette famille royale est tristement célèbre de leur exécution publique sous les ordres de Lénine lors de la Révolution. Alors nous avons Nicolas II, le tsar de Russie, Alexandra Fyodorovna, Olga, Tatiana, Maria, la grande duchesse Anastasia et le petit Alexis. Leurs corps sont incinérés peu de temps après et leurs ossements sont enterrés quelque part, proche de la maison où ils ont été assassinés. Après que Clara ait annoncé à tout le monde qu'en fait ce serait Anastasia de Russie, au vu de la bombe lâchée, ce serait fou qu'un membre de la famille Romanov ait survécu. On prend pas de risque, on envoie 3 personnes qui sont proches de la famille royale pour vérifier les dires. Parmi ces 3 personnes, une amie proche de la mère d'Anastasia prétend que la jeune femme est bel et bien la princesse. Mais l'ancienne assistante de la mère dit que ce n'est pas Anastasia, car elle est trop petite en taille. L'enjeu est trop important, donc on envoie 4 autres personnes encore plus proches de la famille, dont la sœur du roi, donc sa tante, prétendue tante, pour voir si c'est bien la princesse qui a survécu. Le résultat est formel. Sur 4 personnes, dont la sœur du roi, ne reconnaissent pas la princesse. La famille proche de la famille royale n'est pas du tout saucée et ne pense pas du tout que c'est Anastasia de Russie, que c'est leur Anastasia. Nos 4 personnes tiltent sur le fait que la jeune femme ne parle pas russe, ce qui est normalement sa langue maternelle. Aurait-elle oublié même sa propre langue maternelle? Rappelez-vous, Clara, la patiente allemande qui a dit à tout le monde que c'était Anastasia de Russie, semble penser que Anastasia aurait un trou de mémoire de ouf suite à un choc à la tête et aurait oublié sa langue natale. C'est un peu faible comme analyse. Surtout que Clara se la joue médecin maintenant. Au-delà de sa langue natale, elle aurait aussi oublié ses 2 autres langues parlées telles que le français et l'anglais. 2 groupes se sont formés, ceux qui pensent réellement que c'est la princesse et les autres qui pensent que c'est une usurpation d'identité. La bataille commence, car dans cette histoire il n'y a pas qu'un nom qui est en jeu. Si cette femme est reconnue par la loi que c'est la princesse Romanov, elle hérite d'un héritage colossal. On parle quand même de la famille royale qui régnait sur toute la Russie. Il s'agit ici de plusieurs propriétés de la famille, des châteaux, et les terres qui vont avec. Elle hériterait également d'une immense richesse et un titre de princesse de Russie. Autant vous dire que ce serait le braquage du siècle. On va faire 2 groupes. Dans le groupe A, ce seront ceux qui pensent que c'est Anastasia de Russie. Dans le groupe B, qui sera là, ce sera ceux qui pensent que c'est pas Anastasia de Russie. D'accord? Le groupe B vont utiliser un détective privé pour connaître l'identité de cette fameuse femme. Le détective aurait trouvé son vrai nom. Il s'agirait de Franciszka Jankowska, de nationalité polonaise. Une jeune femme qui souffrirait de dépression car son mari est mort à la guerre et a eu un grave accident dans une usine de munitions où elle travaillait. Une grenade a explosé juste à côté d'elle et a survécu, ce qui expliquerait toutes ses cicatrices. Le groupe A, quant à lui, engage un avocat pour prouver aux yeux de la loi que c'est bel et bien Anastasia de Russie. Le procès va mettre en œuvre des photos de différence entre les oreilles des 2 femmes ou le style d'écriture.
car à l'époque, on ne pouvait pas utiliser l'ADN, car ça n'existait pas encore. Le procès durera des dizaines d'années. Pendant ce temps-là, la prétendue Anastasia vit dans les plus belles maisons proches de New York, et de riches courtisans lui donnent des sommes d'argent pour qu'elle puisse vivre telle une princesse. En 1967, après 20 ans à passer une belle vie, le procès est toujours en cours à la recherche de la vérité. Mais faute de preuves, elle perd son procès. De toute façon, à plus de 70 ans, ce n'est plus une priorité pour elle de gagner son procès. Nouveau rebondissement dans l'histoire. En 1991, quand l'Union soviétique tombe, des chercheurs trouvent les squelettes de la famille royale Romanov assassinés pour faire des tests ADN. Ils découvrent que Anastasia est bel et bien morte avec sa famille. Son ADN est trouvé sur son squelette. Bien joué Anna, elle aura vécu comme une princesse tout au long de sa vie, et en plus, Pompon-sur-la-Garonne, elle aura un Disney à son nom, qui s'appelle Anastasia, 97. Très bon film, j'aime bien. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Les histoires sont assez ouf. N'hésitez pas, petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, c'est parfait. Je vous dis à la prochaine.